Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Alors moi j'avais un sujet pour vous. On va parler du moment où on a l'envie, le besoin, le, le souhait d'implémenter Goldratt. C'est-à-dire que Goldratt, on en a un peu entendu parler quand on est, quand on est familier de Melsion. Yann vous en a encore beaucoup parlé. Donc vous l'avez lu. Et après, La théorie des contraintes. On voilà, est sur ce sujet-là, nous. on est sur la théorie des contraintes. Donc c'est bien d'avoir lu le truc, hein, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Donc ce qu'on va voir dans cette chronique, c'est comment on fait pour passer son entreprise à la théorie des contraintes, le chemin de conversion que ça représente, la lecture et les pratiques. Et, euh, et voilà. Alors, on vous en a beaucoup parlé, hein, je crois. On a fait il y a quelques années un sujet dans lequel je montrais qu'il y avait, j'avais une espèce de panthéon des gens importants, des penseurs importants de ce siècle. Et Élie Goldratt était en troisième position. Élie est malheureusement mort à 58 ans, un peu jeune, en 2011. C'est un physicien, il avait lancé un logiciel pour gérer les entreprises, donc il avait essayé d'appliquer les méthodes de la physique au management. Et puis il s'était aperçu qu'il était devenu un évangéliste, que si il n'était pas constamment en train de persuader un à un tous les gens d'utiliser son logiciel, ça ne fonctionnait pas. Et donc il est devenu un gourou du management en écrivant un évangile de but. Donc le but, il y a 4-5 éditions qui existantes. Ça s'est vendu à pas loin de 6 millions de copies. En fait, c'est plus que ça. Je pense qu'on doit être à 10 millions maintenant. Et il parle des aventures d'Alex et de Jonah. Jonah étant le, le- l'ancien professeur d'Alex, devenu un gourou du management. Il a 3 mois pour sauver l'usine, alors que le marché est favorable, alors qu'il y a tout ce qu'il faut comme capacité à produire et que la techno est parfaite. Mais l'entreprise n'arrive pas à fonctionner correctement, donc il va se poser des tas de questions avec l'aide de Jonah. Et le moment un peu clé du livre est le moment où il va parler de la troupe de scouts qu'il est obligé d'encadrer alors qu'il n'a pas, vraiment pas le temps. Et il se retrouve avec un Herbie, qui est le petit bonhomme qui marche pas vite et qui a un gros sac à dos. Et il s'aperçoit que il y a des tas de trous qui se font dans la ligne des scouts parce qu'il y a les premiers qui avancent à toute vitesse et puis Herbie qui bloque les derniers. Et tout ça représente en fait l'ensemble de la production en cours, puisque ce n'est que quand le dernier a passé la ligne d'arrivée que le produit est délivré. Et, euh, et il va prendre cette analogie, il va dire, bah, regardez, on peut mettre Herbie en premier, mais bon, c'est pas toujours possible, ou alors on peut mettre Herbie avec un lien vers le premier pour que le premier aille au rythme d'Herbie. Et on peut ajouter un troisième point qui est que Herbie n'est pas obligé de transporter son sac à dos, ça fait pas partie du truc qui est nécessaire pour lui, et donc on peut décharger Herbie. Donc ça, c'est toute l'idée de Goldratt. Et il va faire toute une série de livres. Donc le suivant, ce n'est pas une question de chance, c'est la suite. C'est Alex qui a été promu, et puis il va appliquer la théorie des contraintes au marketing, à la production, à la stratégie. Et puis, il va mettre en avant quelque chose qui va nous intéresser aujourd'hui, qui sont les thinking processes, donc les façons de résoudre de manière logique les problèmes que rencontre l'implémentation de la théorie des contraintes.
Après, on va parler d'un livre qui s'appelle Critical Chain, qui est le livre où il applique la théorie des contraintes à la gestion de projet. Donc, il dit il y a quatre types de business finalement. Il y a ceux qui font des machines, il y a ceux qui font des composants qu'on assemble, il y a ceux qui font des produits finis qu'il faut distribuer, et il y a ceux qui font des projets. Et les projets, ils sont toujours en retard, ils sont toujours hors budget, ils sont toujours hors spécification. On a un vrai problème à livrer en temps et en heure des, euh, des projets qui sont clés pourtant. Donc il propose dans son livre de passer du chemin critique à la chaîne critique et d'utiliser finalement sa compréhension du projet pour faire ce qu'il appelle des mafia offers, donc des offres qu'on ne peut pas refuser. Voilà, donc tout ça a été expliqué dans une autre vidéo, on ne va pas s'appesantir dessus, c'est juste pour vous dire qu'on a fait beaucoup de travail pour essayer de vous donner envie de lire tout ça et je suis sûr que ça a eu des effets. Il y a d'autres livres de Goldratt qui sont intéressants. Donc celui-là parle de l'usage des ERP et du software dans l'entreprise, donc comment on peut les utiliser. Un de ses derniers ouvrages en 2009, c'est Est-ce que c'est pas évident? Dans lequel il montre que la théorie des contraintes s'applique très bien à la distribution. Et donc, il promeut deux grands éléments. C'est le consignement. Donc, on dépose ces marchandises chez le distributeur plutôt que de les vendre. Et on centralise les stocks, ce qui fait que on a la capacité de livrer chaque boutique sur ce dont elle a besoin et non pas de bloquer des choses qui ne se vendent pas dans un coin et qui se vendraient dans l'autre. Les conséquences quand on fait ça, c'est que les magasins semblent vides et qu'on peut du coup augmenter la largeur de gamme. On peut mettre beaucoup plus de choses à vendre dans les magasins et c'est vraiment ça qui est important dans les magasins. Bon, il a aussi écrit des choses qui ne sont pas des romans, dont un livre de dialogue avec sa fille qui est un testament, hein. Il sait qu'il est malade et il a quelques années à vivre et il va faire un dialogue avec sa fille et pour montrer qu'il y a le choix entre une vie facile et une vie pleine. Et puis il avait écrit un livre plus avant ça qui était un peu une espèce d'explication du but, mais qui est plus compliqué, mais voilà, si vous avez le temps, c'est ça qu'il faut après lire. Et donc, il va montrer dans son livre que c'est parce que on mesure quelque chose qu'on peut l'améliorer. Et il va mettre en avant une forme de comptabilité qui est simplifiée par le fait qu'on est dans la théorie des contraintes. Euh, En conclusion, je vous avais dit, il faut le lire absolument, et puis il faut l'appliquer, et puis bienvenue dans mon monde. Après, on avait fait un autre sujet sur la gestion de projet. Donc, comment est-ce qu'on fait pour corriger? Est-ce que vraiment c'est pas de chance et mauvaise volonté qui fait qu'on n'y arrive pas? Ou est-ce que c'est juste qu'on est en train de se battre chacun pour que sa tâche soit respectée? Et quand on demande à quelqu'un combien de temps il faut pour aller de A à B, bah, il a 1000 façons de répondre. Il répond avec ou sans embouteillage, avec ou sans crevaison. Et puis, ben, nous, on cherche à à minimiser ça. On cherche à avoir le temps quand tout va bien. Et puis, euh, on lui dit qu'on va prendre en compte le fait qu'il y a peut-être des accidents. Et on demande à l'autre de donner son optimum. Mais malgré tout, il va garder une marge de manœuvre. Il va essayer de jouer perso. Et c'est les règles qui poussent vers ça. C'est donc le management qui est en cause. Donc il faut changer les règles. Il faut dire, donne-moi ton optimum et je mets de côté une réserve de temps qui va être disponible à toi et aux autres. La conséquence, c'est qu'on n'a plus besoin de masquer son avance, on peut communiquer avec les autres, on peut se synchroniser, on est conscient que l'avance qu'on peut prendre peut servir les autres, et donc on quitte l'effet cliqué, parce que dans un gestion de projet, en général, on est soit à l'heure, soit en retard, mais jamais en avance. Un, parce que ça sert à rien, et deux, parce que ça va révéler qu'on avait pris des marges, qu'on avait gardé des marges dans son projet. Donc le problème du projet, hein, c'est que tout le monde fait des stocks de précaution et donc ils sont à tous les étages. Et puis on ne livre jamais en avance. Et puis du coup, on va faire de la procrastination parce que on va avoir des moments où on a du temps. Et on va perdre le temps du coup quand on en aura besoin, c'est-à-dire au moment où il y a un vrai gros problème. Donc encore une fois, je vous avais recommandé de lire le livre, de commencer un vrai dialogue sur la définition des tâches, sur la mise en œuvre.
et puis de se poser la question de ce qu'on allait faire avec ce temps gagné. Donc tout ça pour dire que j'imagine qu'à ce stade, vous êtes convaincu, mais est-ce que vous êtes vraiment convaincu? Vraiment, vraiment? Ok, allons-y alors. Donc pour vous lancer, pour implémenter, vous allez monter des groupes de prière. Alors, vous êtes prêts à ça? Ben oui, Goldratt, il a écrit ses livres pour une bonne raison. C'était comme pour la Bible et les évangiles, c'est pour évangéliser. Et vous, vous allez devoir montrer que c'est important pour vous. Alors là, vous avez la photo de Philippe Houzet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il était le patron des Galeries Lafayette. Et en 2008, j'avais dîné avec lui et il m'expliquait qu'il venait de faire venir devant tous ses cadres Al Gore. Ça lui avait coûté 300 000 euros. Et il me disait, le prix faisait partie du message. Dans la semaine qui a suivi, tout le monde a compris que je voulais qu'on fasse des efforts pour préserver la planète, etc. Donc la question, c'est comment est-ce que vous allez faire passer le message? C'est important pour vous, la théorie des contraintes? Ok, donc il faut y aller. Il faut convertir la pyramide. On commence par ses cadres proches et puis on descend. On fait des groupes de lecture avec les cadres principaux et ils vont continuer avec leurs cadres. Donc ce qu'on va faire, c'est on va lire le livre. On va essayer de le comprendre, chapitre par chapitre. Le mieux, c'est de s'appuyer sur les exégètes. Il y a des gens qui ont fait le travail de nous expliquer ce qu'il en était. Un très bon exemple, c'est le livre de notre ami Joël-Henri Grossard, qui a revisité le livre, donc il le commente chapitre par chapitre en expliquant pourquoi ça a été fait, qu'est-ce que ça apporte et pourquoi Goldratt a tenu à écrire ces aspects-là. Donc une fois qu'on a lu, qu'est-ce qu'on fait? On va passer au thinking processes. Alors, je vous avais parlé de ça. Il y a un an, je faisais un compte-rendu des deux conférences que j'avais suivies aux États-Unis. Et il y en a une, c'était le- la réunion de la théorie de l'innovation dans la théorie des contraintes. C'était très dur parce que c'était en Floride que j'étais obligé de travailler. Et une des conférences était c'était Yann Larsen qui venait nous expliquer comment ils utilisaient les thinking processes dans son organisation. Alors, son organisation, c'est une entreprise qui s'appelle WiseTech Global. Et WiseTech, c'est des gens qui font du logiciel pour la logistique. Et vous voyez leurs revenus entre 2016 et 2023, donc c'est pas 10 ans, ils ont multiplié par 8 et leur EBITDA, il a multiplié par plus de 10. On est à 12. Bon, ça commence à être sérieux. Et le nombre de collaborateurs est passé de 500 à 3000. Alors ça, pour ceux qui font du management, vous savez que c'est un truc de dingo. Alors eux, ils travaillent sur toute la liaison entre les différents sujets de la logistique, donc c'est très très complexe. Et ils ont implémenté la théorie des contraintes depuis très longtemps, depuis 2005, et ils continuent à utiliser ça à tout bout de champ. Alors, ils expliquent que pour eux, à chaque fois, un projet, il faut qu'il y ait trois managers. Il y a le manager qui gère l'équipe, donc le comment on fait et la qualité. Il y a celui qui délivre, qui s'occupe de la livraison, donc le quand et qui gère le temps. Et puis, il y a le product manager qui regarde qu'est-ce qu'on fait et quel est le scope de ce qu'on va faire. Et il dit à chaque fois, il y a des oppositions entre chacun qui sont finalement arbitrées par l'argent et le CEO, mais qui permettent de la créativité si on a un mode de communication adéquat. Et c'est là qu'il va parler des cours qu'ils font suivre à tout le monde. C'est ce qu'on appelle le Black Belt in Thinking. Donc, c'est un parcours de trois niveaux dans lequel on parle des fondations du thinking, c'est-à-dire les différentes structures qu'on utilise, et puis comment on fait le changement et comment est-ce qu'on ingénieur la réalité. Donc, on veut apprendre à notre organisation à agir et décider logiquement.
On va adapter un langage commun, c'est la logique. Vous avez deux grandes ressources là-dessus. William Detmer a fait un livre de base que vous pouvez avoir dans votre bibliothèque, très intéressant sur comment on met en place, comment on utilise, etc. Et puis il y a en France un spécialiste qui a vraiment fait un gros travail dessus, Chris Oman. Christian, il a un blog qui est très actif dans lequel il continue à mettre en avant des sujets. Christian nous parle en fait de ces principes de logique. Donc ça consiste à commencer par faire un arbre des buts et on va après ça travailler sur un arbre de la réalité courante, résoudre les conflits que cet arbre met en avant, les injecter dans ce qui va devenir l'arbre de la réalité future, voir tous les prérequis, c'est-à-dire identifier tous les obstacles que tout le monde est très bon pour trouver, et en transformer ça, enfin, et en déduire un plan d'action, donc un arbre de transition. Alors on part là-dedans, on part des UDE. Les UDE, qu'est-ce que c'est? C'est l'existence d'un problème persistant au sein de la réalité empêche le système de fonctionner de manière optimum. Donc on admet ça et on va le décrire. Donc regardez bien la phrase, c'est au présent, ça empêche. Euh, c'est une description de l'état, c'est l'existence d'un problème. Le système ne peut pas fonctionner de manière optimale. C'est dans votre domaine de responsabilité, hein, c'est notre système qui est en cours. On ne blâme personne, on ne va pas pointer du doigt. On ne contient pas la cause, on ne va pas dire parce que, on va dire qu'il y a l'existence d'un problème. Et on ne va pas mettre dedans une solution cachée. Donc il faut le faire. Et il y a une seule entité dedans, le système. On ne met pas la cause du problème dans sa verbalisation. C'est un problème persistant, tout simplement. Et on est factuel. C'est une réalité objective. Alors, quand on va mettre tout ça sur la table et qu'on va commencer à regarder les relations entre chacun de ces problèmes, on va arriver à ça. Voilà l'arbre de réalité présent. Alors, je vais vous simplifier parce que ça, c'est un exemple que Christian nous donne, qu'il décrit formidablement, mais qui met du temps à se mettre en œuvre, qui ne se fait pas tout seul et qui est le résultat final. Si on regarde un problème tout bête, j'ai une voiture, le moteur ne démarre pas, l'air conditionné ne fonctionne pas et la radio fait un son distordu. Bon, quelles sont les causes? Ah ben, le moteur, il a besoin de fuel pour fonctionner et le fuel n'a pas l'air n'arrive pas à l'engin, au moteur. L'air conditionné ne fonctionne pas parce que l'air n'est pas capable de circuler. Et la radio fait un son bizarre parce que les haut-parleurs sont bloqués. Alors, on constate qu'il y a de l'eau dans la ligne d'essence, donc du coup, ça explique que l'essence ne peut pas arriver jusqu'au moteur, et donc on a le premier effet indésirable qui est le moteur, il ne peut pas démarrer. Et puis, l'arrivée d'air, de l'air conditionné est plein d'eau, donc ça ne permet pas à l'eau de circuler, donc ça ne permet pas à l'air conditionné de fonctionner. Et puis là, il y a un troisième point, c'est les haut-parleurs, ils sont sous l'eau, on dit donc. Donc ça empêche les haut-parleurs de fonctionner, et donc enfin, ça les bloque, et donc du coup, ça fait un son qui est bizarre. Alors là, il doit y avoir une cause commune, la voiture est dans la piscine. Bah oui. Donc, vous voyez, le travail, c'est d'aller chercher la cause en ayant posé au départ le problème. Alors, vous allez me dire, on peut aller directement à... On sait bien que quand la voiture est dans la piscine, on peut descendre l'arbre tout seul. Mais ça, c'est parce que c'est un exemple relativement simple, on est d'accord? Et si on se pose la question de pourquoi est-ce que la voiture est dans la piscine,
Eh ben, c'est parce que le frein à main, normalement, l'empêche, et là, le frein à main est cassé. Donc là, vous avez, vous voyez, des liaisons qu'on va établir, qui sont des liaisons directes, qui sont des liaisons logiques. C'est nécessaire pour que. Et puis, quand on met un cercle entre les deux, c'est pour dire qu'il faut ça et ça pour que ce soit nécessaire. Donc voilà tout un travail de description d'une manière logique de la situation. Et si on arrive à bien expliquer à ses collaborateurs à faire ça, on a tout d'un coup une capacité à se parler qui augmente. Et ça permet du coup de trouver le problème. Alors le problème, on va le résoudre avec ce nouvel outil qui s'appelle la résolution de nuages. C'est un outil qui consiste à évaporer le nuage qui est devant nous, qui représente le problème. Donc on a trois types de sujets. On a l'objectif A. Voilà pourquoi on est ensemble, c'est parce qu'on a le même objectif. Les prérequis, enfin les besoins que ça demande, B et C, et les prérequis que ça suppose. Et en général, c'est les prérequis qui s'opposent. Alors, l'exemple classique que donne Goldratt, c'est je veux réduire le coût par unité de mes objets. Donc pour ça, il faut qu'il ne me coûte pas trop cher en stock et qu'il ne me coûte pas trop cher à produire à l'unité. Mais pas trop cher à codir à l'unité, ça, le prérequis, c'est que je dois faire des batchs très longs. Je dois essayer de les produire par centaines, parce que comme ça, je n'ai pas le coût de mise en place de la production qui vient trop impacter le coût de chaque objet produit. Et de l'autre côté, j'ai plutôt intérêt à faire des petits batchs, parce que les petits batchs, ça fait que je ne porte pas un inventaire de fou furieux dans l'usine. Et vous voyez que les deux s'opposent. Donc du coup, c'est sans fin. Sauf si on s'interroge sur chacun des éléments. Et l'élément qu'on peut interroger en l'occurrence, c'est plutôt celui de si jamais on fait des batchs très longs, si on produit par 100 000, eh ben, est-ce que ça réduit vraiment le coût par unité? Et surtout, est-ce que le coût par unité, ça va vraiment réduire le coût de l'entreprise? Donc, tant qu'on n'a pas attaqué l'un ou l'autre de ces requis, eh ben, on ne peut pas résoudre le problème. Mais dès qu'on commence à se poser la question, on a tout d'un coup une nouvelle injection, une nouvelle décision qui dit, non mais si le coût de setup n'est pas important, puisque à la place, on ne ferait pas grand-chose d'autre avec la machine. Donc on l'intègre dedans, mais est-ce que c'est un vrai coût? Peut-être que non. Donc peut-être que ce requis n'est pas si important pour réduire le coût par unité. Donc on va euh, injecter cette nouvelle idée dans notre arbre de réalité présent et ça permet de faire un arbre de réalité future. Ce qu'on fait avec l'arbre de réalité future, c'est on vérifie que la solution qu'on vient d'apporter a bien les effets logiques attendus. Donc on a changé cet élément dans l'arbre initial et on vérifie que du coup ça change bien effectivement tous les sujets. Et ce que ça permet de faire, c'est de recueillir les réserves, c'est l'ensemble des capacités qu'ont les gens à nous dire ouais mais c'est oui mais oui mais. Le oui mais est super utile. On va l'intégrer dans notre arbre et on va profiter de l'intelligence collective en utilisant ce pourquoi on est fort, c'est-à-dire la critique. Donc, je vous rappelle la liste enfin, pardon, le petit graphique que proposait Christian. Euh, on part de l'arbre des buts. Quels sont les buts de l'entreprise? Quels sont les facteurs critiques pour y arriver et les conditions nécessaires? On regarde la réalité présente avec tous les IDE qu'on essaie d'organiser dans un circuit logique.
on en découvre quel est le problème et on va le résoudre. Et puis, on va passer au 4, l'arbre de la réalité future, en injectant le, le- 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 la résolution et en, du coup, montrant le futur désiré. Et puis, on va tout de suite identifier les obstacles et on va les neutraliser. Et ça va se transformer en plan d'action, puisque, comme on l'a vu, l'ensemble des choses qu'il fallait faire pour neutraliser, on est capable de faire une liste de ce que tout le monde doit faire. Tout ça, donc, c'est un langage commun, la théorie des contraintes, allié à une pratique commune, les thinking processes. Et ça va vous permettre d'intégrer Goldratt dans votre organisation. Alors, il y a effectivement un acte de foi, hein. Il y a beaucoup d'exemples de réussite partout dans le monde, dans de nombreux secteurs. A priori, on n'est plus dans le domaine de la croyance. Bon, je vous propose quand même de rejoindre l'Église. L'Église, c'est TOSICO, c'est le théorie des contraintes, l'Organisation internationale de la théorie des contraintes, qui organise des conférences 2 fois par an. Vous y rencontrerez des gens qui ont réussi à le faire, qui ont adapté ce qu'il fallait, qui ont amélioré ce qu'il fallait et qui vous permettront d'intégrer Goldratt. Donc, en guise de conclusion, c'est une conversion. Il faut lire les livres, les faire lire et engager des thinking processes. Alors, Frédéric, il propose comme manière simple de faire passer le message, c'est de me verser 300 000 euros. C'est une bonne idée, Frédéric. Je pense qu'effectivement, ça marquerait le message. Et donc, il faudra le dire à tout le monde. Tout le monde Dans tous les doit cas, respecter. ça impliquera le fait que Frédéric souhaite implémenter la théorie des contraintes dans ses équipes. Oui, oui, je pense qu'avec ça, plus personne n'en doutera. Pour que Frédéric se mette à me verser 300 000 euros, c'est vraiment que c'est important pour lui. Franck, qu'est-ce que tu en penses? n'est pas cette somme en liquide. Alors, la maison accepte toute forme de paiement. Est-ce que tu vas implémenter la théorie des contraintes dans tes équipes? Aucune idée, il faudrait que je m'y penche un peu plus, car à ce stade, je n'ai pas d'idée. Alors, je te rappelle que ça fait longtemps que tu participes aux réunions. Mais même, ça Ça rentre ne pas. suffit pas. Il Ça faut lire rentre le pas. livre. Il faut prendre. Les livres sont très abordables, c'est les romans. Et Ah, c'est la volonté de Goldratt de vulgariser au maximum, de pas écrire un manuel une méthode, c'est d'écrire des romans pour expliquer ces principes et directement de les vulgariser sur les choses que l'on connaît tous. d'accord. C'est Mais quelque chose qui est très facile à lire et c'est passionnant.